Étape 1. Plan des scènes. Partie 1. L'étincelle du 12 avril. L'échec diplomatique et l'amorce du blocus. Cette section relate les événements critiques du dimanche 12 avril 2026, notamment l'effondrement des négociations d'Islamabad entre les États-Unis et l'Iran, le départ sans accord du vice-président J.D. Vance et l'annonce immédiate par Donald Trump d'un blocus naval total du détroit d'Ormuz, entraînant une chute brutale des contrats à terme, Dow, S&P 500, Nasdaq, et une envolée des prix du pétrole et de l'essence. Partie 2. La stratégie de l'ombre. Le positionnement massif des institutions. Ce segment analyse les données confidentielles du bureau Prime Services de Goldman Sachs, montrant que l'argent institutionnel, contrairement aux investisseurs particuliers, s'est positionné pour un crack avec un niveau de vente à découvert, short, de 12%, un record depuis 2020, utilisant le récent rallye de l'optimisme comme une opportunité de sortie massive avant l'invalidation du cessez-le-feu. Partie 3. Le choc d'offres et le scénario catastrophe des 5400 points. Ce fragment détaille les prévisions de Ben Snyder, Goldman Sachs, sur une chute potentielle de l'indice S&P 500 jusqu'à 5400 points en cas de choc pétrolier persistant, examine les conséquences du blocus sur les exportations iraniennes vers la Chine et présente les modèles de récession de Moody's et de la Fed d'Atlanta face à un pétrole s'installant durablement au-dessus de $100. Partie 4. Le calendrier de la chute. Une semaine de choc séquentiel. Cette partie expose l'agenda financier précis de la semaine du 13 avril, décortiquant les publications de résultats bancaires, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, et les indicateurs économiques, PPI, comme des catalyseurs de vente quotidiennes successives, transformant le choc initial en une érosion systémique du marché. Partie 5. Concentration technologique, mécanismes d'option et leçons de l'histoire. La section finale aborde la fragilité structurelle du marché due à la concentration sur Nvidia et Micron, explique le rôle des options de vente, puts, dans l'accélération de la baisse et compare la situation actuelle au crack de 2000 et 2008, concluant sur le décalage critique entre les espoirs des particuliers et la réalité tactique des institutions. L'original s'inscrit dans la niche de la macroéconomie globale et de la haute finance, ciblant un public d'investisseurs et d'analystes. Son genre est celui du rapport d'expertise financière à caractère urgent et prédictif, utilisant un style d'écriture sérieux, autoritaire et direct, presque sans filtre. Le ton est résolument alarmiste mais calculé, teinté d'une critique acerbe envers l'optimisme des investisseurs particuliers et les médias grand public. Le rythme est rapide et haletant, marqué par des transitions impératives. Regardez ce qu'ils ont fait, soyons précis. Et une syntaxe mêlant phrases courtes à fort impact et analyses logiques complexes. L'argumentation repose quasi exclusivement sur des données chiffrées, pourcentage d'exposition, prix du baril, cible d'indice, et des citations de sources institutionnelles de premier plan, Goldman Sachs, JP Morgan. Le lexique est hautement technique, futur, short exposure, put option, multiple compression, renforçant la position de l'auteur en tant qu'observateur expert et initié. La structure est linéaire et dramatique. Elle part d'un événement factuel daté pour remonter vers les mécanismes invisibles du marché avant de se projeter sur une semaine de destruction programmée. La mentalité de l'auteur reflète un réalisme froid qui privilégie la smart money et la rigueur des données géopolitiques sur les récits médiatiques. The visual style for the illustration should be a dark financial cinematic documentary style. It must feature high contrast lighting, chiaroscuro, with a color palette dominated by deep navy blues, slate grays, and glowing emergency reds or amber from trading screens. The aesthetic should combine elements of high-end infographics with photorealistic dramatic scenes. Key visual elements include close-ups of digital stock tickers displaying red downward trends, silhouettes of naval destroyers in a misty Strait of Hormuz, and dimly lit, modern trading floors with multiple glowing monitors. The atmosphere is heavy, tense, and professional. The composition should use wide-angle shots for geopolitical scenes, the blockade, and tight, claustrophobic crops for financial data, emphasizing pressure and urgency.
The style should feel like a steal from a high-budget financial thriller film, grainy but sharp, focusing on the intersection of military power and global capital markets. Ce n'est pas une prédiction, cela s'est déjà produit. Le dimanche 12 avril 2026. Alors que la majeure partie de l'Amérique regardait la télévision, totalement inconsciente des secousses sismiques sur le point de frapper les marchés, l'argent institutionnel qui régit le système financier mondial s'est discrètement et méthodiquement repositionné pour un événement que les médias financiers traditionnels n'ont pas encore expliqué avec suffisamment de clarté, de franchise ou d'urgence. Il est impératif de comprendre ce qui s'est réellement passé ce week-end, car les conséquences ne sont pas hypothétiques, elles sont déjà en mouvement dans les colonnes de chiffres des terminaux de trading. Les négociations d'Islamabad entre les États-Unis et l'Iran se sont définitivement effondrées sans qu'aucun accord ne soit trouvé. Le vice-président J.D. Vance a quitté le Pakistan de manière abrupte, sans aucun compromis en main, invoquant formellement l'inflexibilité absolue de l'Iran et son refus de cesser la poursuite de l'arme nucléaire. Les exigences de Téhéran étaient d'une nature telle qu'elles rendaient tout accord impossible. Le pays a réclamé des réparations de guerre massives, le contrôle souverain et total du détroit d'Ormuz et la libération immédiate de l'intégralité des avoirs financiers gelés à l'étranger. Les deux parties n'étaient pas simplement en désaccord sur des points de détail, elles étaient séparées par un gouffre idéologique et stratégique infranchissable. Quelques heures seulement après ce constat d'échec diplomatique cuisant, Donald Trump a provoqué une onde de choc mondiale en annonçant sur Truth Social que la marine des États-Unis allait instaurer immédiatement un blocus naval total sur tout navire tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz. Ces termes étaient sans équivoque. N'importe quel et tous les navires, avec une entrée en vigueur effective dès l'instant de la publication. Cette décision marque une rupture radicale et violente avec la politique de retenue qui prévalait jusqu'alors. La réaction des marchés ne s'est pas fait attendre et a été d'une brutalité rare pour un dimanche soir. Les contrats à terme sur le Dow Jones ont plongé de 517 points en un instant. Les contrats sur le S&P 500 ont chuté de 1,1%, tandis que le Nasdaq reculait de 1,2%. Le secteur de l'énergie a immédiatement pris feu, le pétrole bondissant de 8% en l'espace d'une nuit. Le prix du baril de brut Brent a franchi le seuil psychologique des $112, tandis que le West Texas Intermediate dépassait les $104. Les répercussions pour le consommateur américain sont immédiates et douloureuses. Les prix à la pompe, qui s'établissaient déjà à $4,12 le gallon ce dimanche, vont reprendre leur ascension dès ce lundi matin, une trajectoire confirmée par Patrick Dehaene, analyste en chef chez GasBuddy. Pour ajouter à cette tension, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a choisi la provocation directe en publiant sur le réseau X une carte des prix de l'essence à proximité immédiate de la Maison-Blanche. Son message était une menace explicite. Profitez du prix actuel de l'essence. Avec ce que l'on appelle un blocus, vous regretterez bientôt l'essence à 4 ou 5 $. Cette déclaration, loin d'être une simple bravade, constitue l'acte d'ouverture de ce qui s'annonce comme la semaine de trading la plus lourde de conséquences pour les marchés financiers américains depuis le déclenchement de la guerre avec l'Iran le 28 février dernier. Alors que les investisseurs particuliers découvraient la nouvelle avec effroi ce lundi matin, les institutions gérant les capitaux réels de l'économie étaient déjà prêtes, ayant anticipé cette rupture systémique. Ce qui se profile n'est pas une correction passagère, mais une réévaluation fondamentale de la valeur des actifs dans un monde où le détroit d'Ormuz est fermé et où l'inflation énergétique devient une arme de guerre. L'argent intelligent s'est déjà déplacé, laissant les optimistes du dimanche face à une réalité économique qu'ils n'ont pas vu venir. Le point de départ indispensable pour comprendre pourquoi les institutions financières sont aujourd'hui positionnées pour un effondrement d'une semaine entière réside dans l'analyse des données que les investisseurs particuliers n'ont pas su traiter correctement durant la semaine du 7 au 10 avril. Tandis que la main-d'œuvre du marché célébrait une série de 7 séances consécutives de hausse, se ruant à nouveau sur les actions dans un élan d'optimisme suscité par les espoirs de cesser le feu, l'argent institutionnel adoptait une posture diamétralement opposée. Pour ces gestionnaires de capitaux massifs, ce rallye de soulagement n'était en aucun cas un signal d'achat, mais bien une opportunité de vente stratégique.
Les chiffres fournis par le bureau Prime Services de Goldman Sachs, qui suit en temps réel le comportement de trading des plus grands fonds spéculatifs au monde, sont sans équivoque. L'exposition courte des hedge funds sur les produits macroéconomiques américains, c'est-à-dire les indices boursiers larges et les fonds négociés en bourse, avait atteint 12% de l'exposition brute totale. Ce chiffre de 12% constitue le niveau de positionnement institutionnel à la baisse le plus élevé enregistré depuis le krach pandémique de 2020. Il faut mesurer la portée réelle d'une telle statistique. Les plus grands fonds de la planète, gérant chacun des dizaines de milliards de dollars, ont pris leur pari le plus agressif contre le marché boursier américain depuis plus de 5 ans, précisément au moment où celui-ci affichait sa plus forte progression de l'année. Loin de se joindre à l'euphorie ambiante, ces acteurs sophistiqués utilisaient la liquidité créée par les vagues d'achat des particuliers pour établir ou renforcer leur position de vente à découvert. Ce décalage structurel est la marque d'une conviction profonde. Le même bureau Prime Services de Goldman Sachs rapportait déjà à la mi-mars, au plus fort de l'intensité du conflit iranien, que les hedge funds mondiaux avaient liquidé agressivement les valeurs financières, faisant du secteur bancaire le secteur le plus vendu de l'année 2026. Le secteur financier du S&P 500 a d'ailleurs chuté de plus de 11% au cours du premier trimestre. Lorsque le cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril, une partie de ces positions courtes a été partiellement couverte pour enregistrer des bénéfices rapides lors du bond mécanique du marché, comme l'a rapporté Bloomberg, notant que les fonds spéculatifs rachetaient leurs paris baissiers au rythme le plus rapide depuis le rebond de 2020. Toutefois, il est crucial de comprendre qu'un rachat de positions courtes durant un rallye de soulagement ne signifie pas un passage à une stratégie d'achat à long terme. Pour les institutions, il s'agissait simplement de prendre des profits tactiques et d'attendre. Elles attendaient exactement le scénario qui s'est concrétisé dimanche soir, l'échec programmé des pourparlers d'Islamabad, l'annonce officielle du blocus naval et la nouvelle envolée des prix de l'énergie. En une seule publication sur les réseaux sociaux, l'hypothèse centrale sur laquelle reposait l'intégralité du rallye de la semaine dernière a été invalidée. Les institutions qui avaient couvert une fraction de leur position courte durant la hausse éphémère du début du mois et qui ne s'étaient jamais retournées pour acheter massivement se retrouvent désormais idéalement placées pour rétablir ces positions à des prix de vente bien plus avantageux, profitant de la prime offerte par le rallye qu'elles ont elles-mêmes exploité. C'est ici que réside le mécanisme fondamental de la crise à venir. L'argent institutionnel parie sur un krach prolongé, non pas parce qu'il possède une capacité mystique à prédire l'avenir, mais parce qu'il a méticuleusement préparé ce trade depuis des semaines. Le week-end n'a fait qu'apporter la confirmation géopolitique nécessaire pour presser leur position avec encore plus de force. Ce que nous voyons n'est pas une réaction de panique, mais l'exécution froide d'un plan de distribution de titres à grande échelle, où les investisseurs particuliers, une fois de plus, ont servi de contrepartie à la sortie ordonnée des géants de la finance avant que la porte ne se referme brutalement sur les valorisations actuelles. Il est désormais impératif de se pencher sur le chiffre spécifique publié par Goldman Sachs le 16 mars 2026, car il constitue le pivot autour duquel s'articule l'intégralité du positionnement institutionnel actuel. Ben Snyder, stratège en chef pour les actions américaines chez Goldman, a diffusé une note d'analyse qui domine les décisions des gestionnaires de fonds depuis 3 semaines. Son avertissement est sans appel. Un choc d'offres pétrolières sévère, découlant directement de l'intensification du conflit iranien, possède le potentiel technique de faire plonger l'indice S&P 500 jusqu'au niveau des 5400 points. Pour mettre ce chiffre en perspective, le marché a clôturé ce vendredi à 6817,90 points. L'écart entre les niveaux actuels et ce scénario catastrophe représente une chute vertigineuse de 21%. Il ne s'agit plus ici d'une simple correction de marché ou d'une phase de volatilité passagère, mais d'une entrée brutale en marché baissier structurel. Ce basculement est conditionné par le maintien du prix du pétrole au-dessus du seuil de $150 le baril sur une période prolongée, un déclencheur que la note de Goldman identifie comme le point de rupture systémique de l'économie globale. Or, la journée du lundi 13 avril 2026 marque un tournant décisif dans la probabilité de réalisation de ce scénario sombre. Le blocus naval annoncé par Donald Trump, qui interdit désormais tout trafic maritime entrant ou sortant des ports iraniens, vient de couper le dernier filet d'exportation pétrolières iraniennes qui continuait de s'écouler par le détroit, même lorsque l'Iran restreignait l'accès aux autres nations. Jusqu'à présent, Téhéran parvenait à vendre son brut à des prix premium à des partenaires acceptant de contourner les pressions diplomatiques,
au premier rang desquels figure la Chine. Le blocus met un terme définitif à cette manne financière stratégique. Privé de cette source de revenus vitale, l'Iran se retrouve face à un dilemme économique aux conséquences potentiellement explosives. Soit le régime revient à la table des négociations sous une pression financière étouffante et immédiate, soit il choisit l'escalade militaire directe pour tenter de rouvrir ses canaux d'exportation par la force. Dans l'éventualité d'une telle escalade, le baril de pétrole ne se stabilisera pas à 114 $. Il s'envolera vers des sommets inconnus. Cette analyse est corroborée par les observateurs les plus rigoureux du secteur de l'énergie. Karen Yang, chercheuse senior au Center on Global Energy Policy de l'Université Columbia, a souligné que si les prix restent élevés, le retour à la normale sera extrêmement laborieux et lointain. Elle précise que même après une éventuelle cessation des hostilités, les prix ne déclineront pas tant que le détroit ne sera pas totalement sécurisé et que les infrastructures pétrolières endommagées ne seront pas réparées, des variables qu'elle qualifie d'irrésolues et de critiques pour la stabilité mondiale. Parallèlement, Bob Michel de chez JP Morgan avertit depuis 6 semaines que la guerre contre l'Iran n'est pas qu'un simple ralentissement inflationniste passager. Il conteste ouvertement les projections optimistes de la Réserve fédérale, arguant que les pressions sur les prix resteront collantes et persistantes, bien au-delà de ce que les modèles mathématiques des banques centrales ont anticipé jusqu'à présent. Les données macroéconomiques de référence confirment cette dégradation accélérée de l'environnement de marché. Le modèle de Goldman Sachs place désormais la probabilité d'une récession à 30%, tandis que celui de Moody's grimpe à 49%. Le tracker GDP Now de la Fed d'Atlanta est passé en territoire négatif dès la fin du premier trimestre 2026. Et les marchés de prédiction comme Polymarket évaluent dorénavant à 50% la probabilité d'une récession formelle aux États-Unis d'ici la fin de l'année. En éliminant tout espoir de soulagement rapide sur les prix de l'énergie, le blocus naval vient de supprimer le dernier catalyseur positif qui aurait pu soutenir artificiellement les indices, laissant les investisseurs face à une réalité économique implacable et sans issue immédiate. Il est crucial de comprendre que le pari sur le krach institutionnel ne se limite pas à une réaction épidermique lors de la séance du lundi. Il s'agit d'une stratégie déployée sur une semaine entière de trading. Pour saisir pourquoi les grands capitaux anticipent plusieurs jours consécutifs de vente plutôt qu'un simple choc de session unique, il faut analyser le calendrier des risques spécifiques qui se succèdent quotidiennement. Ce lundi 13 avril 2026, Goldman Sachs a ouvert le bal en publiant ses résultats avant l'ouverture. Bien que le chiffre d'affaires global ait semblé robuste au premier abord, l'action a chuté de 3% car l'unité de trading spécialisée dans les revenus fixes, les devises et les matières premières, FICC, a lourdement déçu. Cette contre-performance dans le segment le plus sensible aux tensions géopolitiques, celui-là même qui gère les produits dérivés du pétrole, la dette souveraine et les fluctuations monétaires directement impactées par la guerre avec l'Iran, envoie un signal d'alarme au marché. L'impact du conflit commence à se manifester concrètement dans les résultats financiers réels et ne se limite plus à de simples avertissements sur les perspectives futures. Le fait que le bureau de courtage de Goldman lui-même alerte sur le positionnement vendeur des hedge funds, alors que ses propres revenus de trading vacillent, prouve que la complexité de l'environnement actuel érode même la rentabilité des acteurs les plus sophistiqués, ce qui ne laisse rien présager de bon pour les banques dont les rapports sont attendus entre mardi et mercredi. Le mardi 14 avril s'annonce comme une journée de double choc systémique. Avant l'ouverture, les géants JP Morgan Chase, Citigroup et Wells Fargo publieront leurs chiffres. Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, dont la vision de l'économie d'entreprise américaine est sans doute la plus exhaustive parmi tous les dirigeants mondiaux, devra répondre aux questions brûlantes des analystes sur les conséquences du blocus. Le marché scrutera ses moindres mots concernant le portefeuille de prêts commerciaux de la banque, l'exposition de ses clients du secteur de l'énergie et surtout la qualité du crédit à la consommation pour le deuxième trimestre. Si Dimon exprime la moindre réserve ou un pessimisme même nuancé, les marchés réévalueront instantanément leur valorisation à la baisse. Simultanément, la publication de l'indice des prix à la production, PPI, pour le mois de mars apportera une nouvelle lecture de l'inflation, juste après le choc d'un indice des prix à la consommation, CPI, mensuel de 0,9% vendredi dernier.
Si cet indicateur confirme une surchauffe, la capacité de la Réserve fédérale à abaisser les taux d'intérêt au second semestre s'évaporera totalement, créant une tension insupportable pour un marché où les contrats à terme sur le Dow Jones accusent déjà un retard de 500 points depuis dimanche soir. La journée du mercredi 15 avril verra l'entrée en scène de Bank of America et Morgan Stanley, moment où l'histoire du crédit à la consommation deviendra limpide. Bank of America, qui détient la plus grande franchise bancaire de détail du pays, révélera l'état réel des finances des ménages pour le mois de mars, période durant laquelle les prix de l'essence ont franchi la barre des 4 $ le gallon. Si les données montrent une augmentation des taux de délinquance ou une utilisation accrue des cartes de crédit pour couvrir les dépenses courantes, cela constituera la 3e confirmation consécutive du bien fondé de la stratégie de vente institutionnelle. Enfin, le jeudi 16 avril marquera le passage aux entreprises non financières, avec les rapports de Netflix, PepsiCo et d'autres acteurs majeurs de la consommation. Ces publications offriront le premier regard systématique sur la manière dont le choc pétrolier et la poussée inflationniste ont frappé le comportement d'achat réel des Américains. Delta Airlines a déjà prévenu cette semaine qu'elle réduisait sa capacité de croissance à court terme en raison du coût du kérosène. Si Netflix enregistre un désabonnement massif dû à la pression sur les budgets domestiques, ou si PepsiCo revoit ses volumes à la baisse, le choc macroéconomique se traduira alors par une réalité de bénéfices nets dégradés touchant simultanément tous les secteurs de la cote. D'un point de vue purement mathématique, le cadre dans lequel évoluent les institutions est désormais univoque. Le scénario catastrophe de Goldman Sachs à 5400 points représente une baisse de 21% par rapport à la clôture de vendredi, tandis que le scénario de ralentissement modéré situe le S&P 500 à 6300 points, soit un recul d'environ 8%. JP Morgan identifie une zone de risque plancher entre 6000 et 6200 points si les vents contraires s'intensifient. Même Michael Hartnett de Bank of America, l'un des stratèges les plus suivis de Wall Street, refuse de voir un plancher avant que le marché ne descende sous les 6600 points. L'alignement est total. De Goldman à Moody's, aucun acteur sérieux n'appelle à un retour immédiat au sommet de janvier. Le blocus annoncé dimanche soir ne fait que rendre chacun de ces scénarios baissiers plus probable qu'il ne l'était il y a seulement 48 heures. Ce n'est pas une volatilité ordinaire causée par un rallye technique, mais un positionnement professionnel coordonné contre les niveaux de prix actuels, validé jour après jour par l'arrivée séquentielle de données économiques négatives confirmant que la réalité est bien plus sombre que ce que le marché avait prématurément intégré lors de sa brève hausse de 7 jours. Il existe une donnée vérifiée supplémentaire qui appartient impérativement à cette analyse, car elle constitue l'aveu le plus direct du pessimisme institutionnel disponible auprès d'une source primaire crédible. Goldman Sachs Prime Services, la division qui suit les flux monétaires institutionnels réels en temps réel, a rapporté que 87% de la croissance totale des bénéfices du S&P 500 projetés pour le premier trimestre 2026 devrait provenir de seulement 2 entreprises. Nvidia et Micron Technology sont à elles seules censées représenter plus de 50% de la croissance totale de l'indice ce trimestre. Cette concentration extrême, que Goldman a soulignée dans ses perspectives d'avril 2026, est la caractéristique structurelle la plus dangereuse de la valorisation actuelle du marché. Lorsque la croissance du marché est à ce point concentrée, lorsque l'intégralité du récit d'expansion des bénéfices repose sur 2 fabricants de puces dans le sillage du boom des infrastructures d'intelligence artificielle, la base du soutien institutionnel pour les niveaux actuels de l'indice est extraordinairement étroite. Si Nvidia déçoit lors de son prochain rapport, si le cycle de dépenses en IA montre le moindre signe de décélération, ou si le choc énergétique et la poussée inflationniste forcent les grands clients technologiques à sabrer leur budget de dépenses en capital, c'est tout l'édifice sur lequel repose le consensus de croissance des bénéfices de 13% qui commencera à se fissurer. Cette semaine, les résultats bancaires fourniront les premiers commentaires institutionnels sur ce que leurs clients du secteur technologique disent de leur plan d'investissement pour le reste de l'année 2026. Les propres résultats de Goldman, qui ont manqué la cible sur les revenus fixes malgré de solides revenus de banques d'investissement, montrent que la volatilité géopolitique pèse même sur les acteurs les plus sophistiqués. Ce que Goldman a vécu, les entreprises moins diversifiées et moins armées du S&P 500 le subiront avec une intensité décuplée. Le pari institutionnel sur le krach de cette semaine est en fin de compte un pari sur le retour à la moyenne. Il ne s'agit pas de parier sur la fin du monde ou sur un indice tombant à zéro,
mais de parier qu'un marché qui a passé 7 jours à progresser sur une hypothèse erronée doit rendre les gains indus que cette erreur a générés. Une baisse de 3 à 5% par rapport à la clôture de vendredi effacerait totalement le rallye de soulagement et ramènerait le S&P 500 au niveau précédant l'annonce du cessez-le-feu, avant que l'optimisme d'Islamabad ne soit intégré dans les cours. Pour comprendre la dynamique de cette semaine, il faut se référer aux 3 précédents historiques de distribution institutionnelle. Le premier est octobre 2000. Le Nasdaq avait alors connu un rallye de soulagement puissant en septembre avant d'entrer dans un déclin de plusieurs semaines, porté par une succession de rapports de bénéfices décevants confirmant que la bulle Internet ne survivrait pas au contact de la réalité financière. Le mécanisme était identique. Rallye, positionnement institutionnel, données de confirmation quotidienne et déclin soutenu. Le deuxième précédent est septembre 2008. L'effondrement après la chute de Lehman Brothers n'a pas été un krach d'un seul jour, mais un processus de plusieurs semaines où chaque jour apportait une nouvelle pièce confirmant la nature systémique du problème. Le troisième est mars 2020, bien que la vitesse y ait été inhabituelle. Les institutions pariant sur un krach cette semaine misent sur le modèle d'octobre 2000, un déclin graduel, soutenu et cumulatif. L'instrument privilégié pour exécuter ce pari est l'option de vente sur les indices larges comme le SPY et le QQQ. Les fonds spéculatifs, après avoir subi des pertes en mars sur ces mêmes positions, ont choisi de les reconduire et d'accentuer la pression. Leur position entre dans une zone de profit massif si le S&P descend entre 6300 et 6500 points d'ici la fin de la semaine. Le bilan au lundi 13 avril 2026 est sans appel. Les pourparlers d'Islamabad ont échoué, le blocus naval du détroit d'Ormuz a commencé, le brut Brent dépasse les $112 et l'essence à la pompe atteint 4,12 $. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan